Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Sagesse bouddhiste. Il est des professions qui s'acquièrent par vocation innée. Le métier de vétérinaire, en l'occurrence, fait rêver dès le plus jeune âge tous ceux qui aiment les animaux. Quand cette passion pour soigner le vivant se double d'une pratique bouddhiste, cela donne un parcours exceptionnel. C'est ainsi que nous avons le grand bonheur de recevoir Norin Chai, guidée depuis l'enfance par sa vocation infaillible qui vise à réduire la souffrance des êtres vivants. Vétérinaire spécialisé de la faune sauvage, notre invité soigne depuis près de 30 ans dans le monde entier les animaux de tout type, des reptiles aux amphibiens en passant par les éléphants, les oiseaux ou encore les félins. Mais Norin Chai est aussi bouddhiste et place d'ailleurs cette dimension spirituelle au centre de sa vie, lui dont la famille a connu le martyre au Cambodge. Nous parlerons ce matin du parcours hors norme de notre invité, mu par ses deux vocations, le bouddhisme et la médecine animale, qui se complètent et se renforcent l'une l'autre au quotidien. Et puis la semaine prochaine, nous évoquerons la sagesse animale, ou comment les animaux ont tant à nous apprendre. Nous retrouvons de ce pas Norin Chai. Bonjour. Bonjour. Alors, il y a beaucoup à dire sur votre parcours vétérinaire. On ne pourra pas tout dire, mais on peut simplement préciser que vous êtes diplômé de Maison Alfort. Vous avez dirigé un parc national au Tchad. Vous avez été vétérinaire en chef de la ménagerie du Jardin des Plantes à Paris. Actuellement, vous consultez un petit peu partout en France et à l'étranger, dans le monde entier. Vous êtes aussi conférencier, auteur de plusieurs livres sur ce que nous apprennent les animaux. Vous avez fondé l'association Yabumba sur l'étude et la préservation de la faune sauvage. Et puis certains téléspectateurs vous connaissent car vous avez animé des documentaires sur vos missions de sauvetage dans le monde entier également. Et puis, bien sûr, vous êtes bouddhiste, la partie essentielle de vous-même. Vous avez été moine dans la tradition Theravada, ordonné à 20 ans à la pagode Wat Bodhisattva de Champs-sur-Marne. Oui. Et puis, vous connaissez aussi le bouddhisme tibétain pour avoir voyagé au Tibet. Merci infiniment de répondre à nos questions ce matin. Merci pour l'invitation. Alors, on va tout d'abord commencer un petit peu par parler de vous, de quelques éléments biographiques, et notamment de vos origines du Cambodge. Oui, effectivement, je suis né au Cambodge il y a longtemps. Et je suis arrivé en France à 4 ans, donc juste pile poil au niveau du temporel, au niveau du génocide cambodgien, effectivement. Et je suis l'héritier effectivement de cette génération qui a pas mal souffert, effectivement. Oui, l'histoire douloureuse du Cambodge a eu une répercussion directe sur votre famille, sur votre exil en France. Totalement. Pas seulement pour beaucoup de Cambodgiens, bien sûr, mais de mon point de vue, ça a un impact même sur ma vision du monde. Parce que quand vous êtes un gamin, qu'à 4 ans, vous voyez des personnes qui sont en souffrance, ça vous donne une vision particulière de ce qui vous entoure, effectivement. Est-ce que vous avez gardé des éléments de la culture cambodgienne une fois que vous êtes établi avec votre famille Oui, mais mes parents ont vraiment eu cette volonté que je puisse continuer à parler cambodgien. Donc je parle cambodgien, c'est ma langue maternelle. Je comprends le cambodgien. Et effectivement, quand je vais au Cambodge, j'écoute et je comprends ce qu'ils disent. Il y a une culture donc très maintenue dans ma famille par rapport à ça. Et bien sûr, comme vous le savez, au Cambodge, le bouddhisme est une religion d'État, mais aussi toute la vie sociale s'organise au niveau des pagodes. Et j'ai évidemment hérité de cette manière de vivre. Alors c'est justement par culture familiale ou par conviction que vous vous êtes découvert bouddhiste? C'est une très bonne question, parce que découvert bouddhiste, c'est exactement ça. Alors, vous avez donc cette culture bouddhiste qui est plus une tradition. Mais le bouddhisme est une philosophie. Et je l'ai découvert justement quasiment, pas tout seul, puisqu'on ne fait jamais les choses tout seul, finalement par des incohérences où, lorsque je lisais le bouddhisme, l'histoire de Siddhartha par exemple, et des modes de vie ou des comportements qui n'étaient pas forcément en adéquation avec ce que disait Siddhartha, je me suis dit que peut-être qu'il y a le bouddhisme traditionnel et un vrai bouddhisme, on va dire, plus puriste, qui s'approche plus de l'enseignement en fait originel. Est-ce que, alors, ce bouddhisme, par exemple, vous avez choisi d'aller au Tibet
pour fêter votre réussite à l'entrée vétérinaire. Oui. Donc, c'est quand même un choix très particulier Oui. comme voyage de fin d'études. Bon, j'en ai toujours rêvé de toute façon d'aller au Tibet. C'était plus pour, on va dire, un voyage d'études de terrain personnel, puisqu'en fait j'ai commencé à méditer quasiment à l'âge de 10 ans. Donc c'est vraiment, c'est comme si j'avais pris mon petit déjeuner en fait. C'est ancré dans mon comportement naturel. Et d'aller au Tibet, qui a une connotation quand même très particulière, symbolique. Le Tibet, avec les Dalai Lama, avec toute cette histoire, cette culture très médiatisée, à bon escient. Et j'ai vu quand même qu'il y avait plusieurs formes de bouddhisme, et de Tibet aussi. Un Tibet, on va dire très militarisé à l'époque, chinoise, et le Tibet d'origine, qui avait vraiment, pareil, des dissonances. En gros, ce que je voyais, c'est qu'il y avait, on parlait de bouddhisme, mais le bouddhisme en même temps était tellement plurimorphique, et que finalement, je me suis posé cette question, en fait, c'est quoi finalement le bouddhisme? Et pourquoi vous avez voulu être moine à un moment de votre jeunesse? Alors, il y a plusieurs raisons. La première, fondamentale, c'est que dans la culture cambodgienne, lorsqu'un enfant s'ordonne moine bouddhiste, c'est la forme la plus haute de gratitude qu'un enfant peut justement offrir à ses parents. Mes parents ont beaucoup travaillé pour survivre et pour qu'on puisse survivre aussi. Et donc c'était la moindre des choses de leur offrir cette marque de reconnaissance, de gratitude profonde dans la tradition cambodgienne. Et aussi, ça me permettait de voir l'envers du décor, la vie monastique et comment un moine, entre guillemets, pouvait vivre dans une pagode en dehors du regard des croyants et des fidèles. Pour faire fructifier finalement la pratique de la méditation ou se détacher finalement du monde du quotidien. Alors, de façon plus pragmatique, ça, c'est de voir comment ils vivent. Est-ce que, avec un esprit assez critique, est-ce qu'ils font bien ce qu'ils disent? Oui, c'est un peu pragmatique. Et ça me donne une idée, justement, de la vie monastique, que ma propre idée pour justement progresser au niveau personnel. Alors venons-en à votre vocation vétérinaire aussi. Comment vous est-elle venue? Est-ce que c'est parallèle justement à la mise en place du bouddhisme en vous? Oui, ma vocation, elle est venue même avant que je sois né, je pense. Quand j'étais même pas un embryon. Non, plus sérieusement, ma vocation, elle est venue, comme je disais, dans un contexte où vous grandissez dans une atmosphère douloureuse, où vous voyez tous les gens qui souffrent autour de vous, et vous vous dites, qu'est-ce que je peux faire, en fait? Et quand vous avez 4 ans ou 3 ans, vous vous dites, bah, je ne peux pas faire grand-chose, en fait. Et ma vraie vocation, ma seule vocation, finalement, c'est juste, je voulais juste soigner le monde. C'est juste ça, enfin, juste ça. Et mon grand-père, avant qu'il se fasse prendre et torturer par les Khmers rouges, il m'a offert un ours en peluche que j'ai appelé Yaboumba. Et que tous les deux, on s'est promis qu'on allait soigner le monde. Et donc, je parle toujours avec mon ours en peluche. Hein. Et il me dit, avant de soigner le monde, tu devrais commencer par avec les animaux, parce que j'avais une connexion particulière avec les animaux. J'ai une connexion très particulière avec eux. Et je me suis dit que soigner les animaux avant était peut-être plus facile que soigner le monde de façon générale. C'était un peu moins prétentieux, on va dire. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Ma vraie vocation, c'était de soigner le monde et d'abord les animaux. Et puis un jour, j'ai appris, par hasard, qu'il y avait un métier qui permettait de soigner les animaux. Ce métier s'appelait vétérinaire. Je ne savais pas que ça existait. C'était dingue, on pouvait même être payé pour ça, quoi. Et c'est un métier qui, donc, a évidemment pour vous un lien avec le bouddhisme, avec la pratique, avec vraiment la philosophie du bouddhisme, c'est-à-dire éviter la souffrance aux êtres vivants. Oh, ça va beaucoup plus loin. C'est même dans les fondements du bouddhisme. Bah, déjà, c'est pas un métier, pour moi, c'est vraiment un chemin de vie vétérinaire. C'est au-delà c'est vraiment une philosophie de vie. Et lorsqu'on est dans une spécialisation, lorsqu'on rentre vraiment dans la médecine en tant que telle, vétérinaire, on se rend compte que tout est interconnecté, interdépendant. Ça vous rappelle quelque chose, bien sûr. Et que lorsqu'on soigne un animal,
En fait, ce qu'on soigne, c'est pas l'animal en lui-même, mais toutes les interconnexions qui fait de lui ce qu'il est. Si vous m'apportez un iguane, par exemple, ou un éléphant, ou un orang-outan, la première chose que je vais voir, que je vais expertiser, c'est comment vous le nourrissez, quel est son habitat, qu'est-ce que vous avez professé une bonne température, quelles sont les interactions avec les autres. L'animal n'est que la synthèse de son environnement. Et c'est l'exemple même vivant de l'interdépendance. Et rien que ça, c'est énorme. L'animal évolue. Il évolue en fonction de son environnement, en fonction de sa propre histoire, de sa propre souffrance karmique, par exemple. Et à ce moment-là, on se rend compte, on expertise, on expérimente, on vit de l'intérieur. Ce que le bouddhisme n'arrête pas de parler, c'est l'impermanence. Donc, il y a ces deux fondements, interdépendance et impermanence, qui sont pour moi les fondements de ma pratique, en fait. Alors, certains vous appellent le bodhisattva des animaux. Bodhisattva est un mot très fort et très fort. C'est un honneur même. Est-ce que c'est quelque chose qui vous convient comme Alors, terme? c'est comme vous dites, un honneur et je ne me sens absolument pas la prétention d'être un bodhisattva, non, loin de là. Mais ce qui est intéressant, c'est peut-être un objectif, même si le mot objectif, je n'aime pas trop, ou plutôt une lanterne, un phare, ce serait, je dirais. Le bodhisattva serait un phare vers lequel j'essaye de tendre. Parce qu'on peut rappeler ce que c'est qu'un bodhisattva? Oui. Alors, un bodhisattva, en fait, c'est un Bouddha ou plutôt une personne, parce que ce sont des personnes. Le Bouddha, il n'y a pas de Dieu là-dedans. C'est un état de conscience. Et les bodhisattvas, ce sont des personnes qui ont atteint un état de conscience de boïté, mais qui ne passent pas le cap du nirvana ou du paranirvana et qui restent au sein de mortels pour les aider à accroître et à augmenter leur conscience. Alors, vous dites aussi, Norin Chai, dans certains de vos livres, que le Bouddha historique, était pour vous le premier vétérinaire, finalement, de l'histoire. Oui. Pourquoi? Parce que si les médecins soignent l'homme, le vétérinaire, lui, soigne l'humanité. Et alors, la première personne que je connais, enfin que je ne connais pas, bien sûr, mais que j'ai étudiée et approchée, intellectuellement en tout cas, c'était Siddhartha Gautama, qui avait comme seul objectif de soigner la souffrance de l'humanité. Et pour moi, c'est la définition même du vétérinaire avec un grand V. C'était une démarche diagnostique d'abord, puisqu'il était un simple humain. Enfin, il est toujours d'ailleurs, il a toujours été. Et il cherchait à comprendre déjà, ce qu'on appelle la pathogénie en médecine, et ensuite essayer de voir comment les éléments ont apporté une maladie, ce qu'on appelle un diagnostic, et enfin, trouver un traitement, ce qu'on appelle un diagnostic thérapeutique cette fois-ci. Et cette démarche, il l'a synthétisée dans les 4 nobles vérités. C'est pragmatiquement une démarche médicale, en tout cas vétérinaire, avec une vision d'ensemble du vivant. Ce sera le mot de la fin pour cette première émission, car nous allons vous retrouver avec beaucoup de plaisir la semaine prochaine pour la suite consacrée à la sagesse animale. Merci beaucoup. Merci Norin Chai d'avoir été notre invitée ce matin. Merci. Alors avant de nous quitter, voici quelques suggestions de lecture en rapport avec le thème de l'émission. Tout d'abord, Harmonie, de l'animal à l'homme, retrouver un langage universel de notre invité Norin Chai avec Roland Portiche. Chez Stock, Norin Chai nous propose de comprendre et de miser sur le langage du cœur commun à toutes les espèces pour plus d'harmonie dans le monde. Plaidoyer pour les animaux de Mathieu Ricard chez Alary Éditions. Et puis Les émotions des animaux de Peter Wohlleben aux arènes. Voilà, c'est la fin de cette première partie d'émission. Vous pouvez la retrouver durant un mois sur France.tv. À la semaine prochaine pour la suite de notre émission avec Norin Chai. Très heureux dimanche à tous. Merci. Bonjour à tous et merci de nous retrouver nombreux pour la suite de notre émission avec Norin Chai. Pratiquant bouddhiste et vétérinaire, spécialiste de la faune sauvage, Norin Chai nous a parlé la semaine dernière de sa double vocation, soigner les animaux et au-delà contribuer à réduire la souffrance de tous les êtres. Ce métier conjugué à sa pratique bouddhiste lui permet de faire des liens entre le monde animal et celui des hommes, de comprendre combien les animaux peuvent nous mettre sur la voie de la sagesse. Pourquoi nous font-ils du bien ?
Comment peuvent-ils être inspirants pour nous, eux qui ne connaissent que le temps présent, qui ignorent le mensonge et qui témoignent d'altruisme? Ce seront autant de questions que nous allons poser aujourd'hui à notre invité. Norin Chai, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez été moine bouddhiste à 20 ans dans la tradition Theravada du Cambodge. Oui. Vous initiez à la méditation toutes sortes de groupes dans le monde entier. Oui. La pratique bouddhiste vous guide donc en tout, et notamment dans votre métier. Vous êtes vétérinaire spécialiste de la faune sauvage depuis près de 30 ans. Vous allez au chevet d'animaux en détresse partout, y compris en France. Et puis, vous avez fondé l'association Yabumba pour la protection des espèces. Vous êtes aussi auteur, conférencier et même animateur d'émissions télévisées animalières. Merci d'être à nouveau avec nous sur ce plateau ce dimanche. Alors, on va savoir un petit peu pourquoi les animaux nous font du bien dans un premier temps. On a tous remarqué, en tout cas ceux qui vivent avec des animaux ou en contact d'animaux, qu'il y a une communication avec ces êtres qui dépasse les mots. Comment ça s'explique ? Tout simplement par le fait que l'animal, lui, il est lui. Il est. Et pourquoi on est si bien avec l'animal, pourquoi les animaux nous font du bien, c'est parce qu'en fait, ils nous ramènent à notre propre nature, qui est l'être, sans jugement, sans discrimination. On est juste bien parce qu'on peut être enfin nous-mêmes, être. Donc c'est un contact finalement tacite des émotions ? C'est un contact tacite avec nous-mêmes. Nous sommes des animaux. Biologiquement, zoologiquement, c'est un fait. Factuellement, nous sommes des animaux. En revanche, nous avons cette capacité, qui est une capacité positive, d'abstraction, de pensée, de mental, qui nous permet de faire tellement de choses. Mais en même temps, en nous focalisant sur notre mental, on oublie notre corps, notre être, et on est dans le faire et non pas dans l'être. Et on oublie que nous sommes des êtres émotionnels. Et le contact de l'animal nous ramène à cet état émotionnel. Donc effectivement, oui, il y a une grande partie émotionnelle, bien sûr. Un langage des émotions. Un langage des émotions, qui est un langage tout simplement le plus authentique de tout être vivant, qui est avant tout une somme d'émotions qui migrent en fonction des aléas de ce qu'ils rencontrent. Alors concrètement, les animaux nous font du bien parce qu'on a l'impression qu'ils ont le sens de la maladie. Dans votre livre Sagesse animale, vous précisez que certains animaux peuvent prendre soin de leurs congénères, peuvent soigner effectivement, peuvent dans certaines situations même détecter la maladie de certains humains. Oui. Alors, ce sont des dons. C'est pas forcément des dons, ce sont des capacités. Ce sont des capacités. Oui, qui sont totalement naturelles, que nous avons nous aussi. En fait, il n'y a rien d'extraordinaire lorsqu'on voit un animal, un éléphant qui va soigner un autre éléphant, un chimpanzé qui soigne d'autres espèces. Il y a rien d'extraordinaire, c'est que on oublie cette capacité de casser les barrières, de casser des dogmes, des étiquettes, se dire « Ah, c'est dingue, hein, il y a un éléphant qui soigne une autre espèce animale. » Mais non, il n'y a rien de dingue, c'est naturel. Et ça nous ramène à notre propre capacité de soigner tous les êtres. L'animal, les autres animaux, autres que humains, soignent comme nous le soignons aussi. Il n'y a rien d'extraordinaire, c'est juste que l'animal nous rappelle que nous sommes aussi cela, que nous ne soignons pas simplement les autres, mais aussi nous-mêmes et des autres espèces. Vous avez des exemples, peut-être, vous qui côtoyez énormément d'animaux, et qui avez vu ou entendu parler de cas un peu extraordinaires, on peut le dire, sur justement ces cas de soigneurs, ces animaux qui viennent soigner les âmes, par exemple, de certains êtres humains qui ont des problèmes d'autisme ou de vieillesse. Alors, déjà, il y a plusieurs niveaux. L'animal possède des capacités, encore une fois, naturelles, à détecter certaines modifications physiologiques qui ne sont pas forcément détectables avec d'autres instruments modernes. Par exemple, les chiens, on sait qu'ils peuvent détecter les cancers, ils peuvent détecter des épilepsies, avant même qu'un IRM peut détecter. Donc, il y a même des chiens qui sont éduqués pour justement appeler, ou du moins créer des signes d'alerte pour le propriétaire, avant même que lui s'en rende compte. Et donc, le propriétaire, donc le chien, détecte
il alerte. Le propriétaire a le temps d'appeler le SAMU ou les services avant de tomber en crise convulsive. On sait qu'il détecte le Covid. Donc il y a plein de capacités chez l'animal à détecter donc, des phénomènes physiologiques qu'on ne trouverait pas forcément avec des instruments, on va dire, classiques. Et ensuite, vous parliez de soigner l'âme. En fait, oui, on a des cas où lorsqu'on a des personnes comme autistes ou même en difficulté. En dépression, par En exemple. dépression ou en difficulté sociale. On les amène en contact avec des animaux et progressivement, ils vont lâcher. Ils vont lâcher prise, ils vont lâcher cette contrainte, cette angoisse ou ce carcan en fait social pour se retrouver vers l'essentiel. Et ben, c'est très connu, c'est ce qu'on appelle la médiation animale, ce sera l'équithérapie, c'est dans toutes ces médiations qui permettent d'aller mieux. Mmh. Oui, parce qu'au-delà de la maladie, effectivement, on peut être attendri par un animal, on peut avoir envie de rire, parce qu'il y a des situations comiques de scènes animalières. Voilà, on peut être émerveillé. Enfin, ce sont toutes sortes d'émotions sincères qu'on peut éprouver au contact des animaux. Le mot, c'est sincère, effectivement. L'émotion qu'on va éprouver envers un animal, il sera forcément sincère. Il n'y a plus d'apparat, il n'y a plus de phare, il n'y a plus de maquillage. Et c'est là où la magie, en fait, se crée. Et la magie, on se rend compte, c'est que c'est naturel. Plus c'est naturel, et plus c'est justement authentique, et plus c'est thérapeutique. Oui, parce que justement là, on marche vers le thème principal, la sagesse animale. On s'aperçoit que cette sincérité, ça veut dire que les animaux sont dans le juste, ils ne mentent pas, ils apparaissent tels qu'ils sont. Alors, ils apparaissent tels qu'ils sont, oui et non. Ah. Mais oui, parce qu'il y a de la stratégie, il y a de la manigance, il y a même de l'hypocrisie. Ah bon? Ah bah oui, j'en ai sur des orang-outans, sur des chimpanzés, sur des éléphants, pas trop les éléphants, mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que le mensonge, lui, il n'est jamais envers lui-même. L'animal ne se ment jamais. Il est toujours authentique. Il va avec l'environnement, peut-être manigancé, on parle de mensonge, mais lui, il sait toujours qui il est. Faites un pareil avec l'humain. Il y a aussi la gestion du temps. Oui. Les animaux, eux, on a l'impression qu'ils sont dans le temps présent. C'est-à-dire que contrairement à nous qui pouvons avoir des angoisses de l'avenir ou des regrets du passé qui nous font souffrir, eux n'ont pas de soucis de cet ordre-là, de souffrance. Exactement. Alors là, pareil, c'est une question de gradation par rapport à la conscience temporelle. On peut très bien avoir une vision globale où effectivement l'animal vit toujours le moment présent. Donc ça, c'est ce qu'on peut voir, et de façon pragmatique, ce qui est vrai. Et dans ces cas-là, il n'est pas pollué par des souvenirs qui vont justement enlever son énergie. Parce que il y a pas l'existence même du passé n'existait pas pour lui et il n'a pas de futur. Mais c'est pas si vrai que ça. C'est beaucoup plus complexe que ça. L'animal, pour faire très simple, l'animal nous montre que la temporalité elle-même est relative et que si on va plus loin dans ce sujet-là, on se rend compte que le temps n'existe pas. Et on rentre dans une dimension beaucoup plus vaste où cette temporalité, en fait, elle est déjà spécifique. Chaque animal possède une notion de temps qui lui est propre et que ce temps-là, il est jamais pollué, il est toujours rempli d'une existence qui est soit potentielle, soit, on va dire, pragmatique. Mais elle est toujours présente dans un but précis. Il ne va pas se morfondre sur des choses qui n'existent pas. C'est toujours une existence potentielle. Donc c'est assez complexe, mais pour être plus simple, c'est que lorsqu'on voit les animaux, lorsqu'on voit le monde animal, on se rend compte, on prend conscience que cette notion même de temporalité, elle est très subjective et fondamentalement humaine et non pas universelle. Alors un autre grand thème cher au bouddhisme, l'altruisme et l'empathie. Oui. Est-ce que vous avez des exemples? Est-ce qu'on peut dire que les animaux sont altruistes? Alors j'entends souvent parler de ça, effectivement, ça c'est ma vision personnelle, hein. Dès qu'on parle d'altruisme, de quoi parle-t-on? D'ego. L'animal n'est pas forcément dans l'ego tel qu'on l'entend. Il est dans une connexion la plus adéquate possible avec son environnement et de ce qu'il est, lui. Donc, effectivement, dans certains cas, il va montrer des phénomènes altruistes, mais pour lui, c'est naturel. Il n'y a pas d'altruisme. C'est une fluidité.
C'est nous qui allons donner des étiquettes d'altruistes ou autres, parce que j'ai des chimpanzés, des bonobos qui sont altruistes, alors que d'autres, pas les bonobos, mais d'autres, par exemple des lions ou même d'autres sociétés de primates, sont purement agressives. L'espèce la plus agressive de mammifères, c'est pas l'homme, c'est le suricate. Et vous voyez que progressivement, que la nature animale, elle est ce qu'elle est. C'est nous qui allons donner des étiquettes. Donc parler de tout ça, on va progresser lorsqu'on prend conscience que ce sont des étiquettes que nous donnons. Alors, dernière petite étiquette, Oui. parce que le temps nous presse, mais est-ce qu'on peut parler de tolérance chez les animaux? Parce que là aussi, vous dites qu'il n'y a pas de jugement, ils ne vont pas manifester de ségrégation ou de discrimination envers l'un de leurs congénères. Est-ce que vous avez des exemples? Alors oui et non. Ah. Oui, les choses ne sont pas simples parce que la vie est complexe. Donc tolérance, oui, évidemment. Tolérance dans le sens où l'animal s'en fout de savoir comment vous vous habillez, qui vous êtes réellement en fait. Par exemple, lorsque je fais une amputation sur un tigre ou sur un chien, une fois qu'il est réveillé, il va se balader comme ça, il ne va pas être rejeté. Il va être rejeté en revanche s'il ne répond pas à des codes spécifiques. Donc, il est tolérant dans le sens où la nature même, il s'en fiche comment vous êtes. En revanche, il va être intolérant si ça va entraver sa propre survie et son propre code. Mais alors, pour conclure, Norin Chai, Oui. est-ce que finalement, on a perdu quelque chose, nous, les êtres humains, par rapport à les animaux que nous étions, pour ne plus être dans le vrai, pour ne plus être dans la temporalité? Alors, ce qu'on a perdu, en fait, c'est l'authenticité. Et on a perdu, en fait, une part de nous-mêmes. Si on devait faire un mémo de ce qu'il faudrait retenir en 15 minutes, l'idée, c'est que la sagesse animale nous apprend que ça ne sert à rien de chercher à être bien ou à être heureux ou le bonheur. L'idée, c'est de chercher à enlever ce qui nous empêche d'être nous-mêmes. C'est le meilleur message de sagesse, puisque nous avons tout pour être authentique. L'idée, c'est de ne pas chercher, mais d'enlever ce qui nous empêche de l'être, en fait. Être nous-mêmes. Être nous-mêmes. Merci beaucoup. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Norin Chai, d'avoir été notre invitée durant ces 2 week-ends. Merci beaucoup. Merci. Avant de nous quitter, voici quelques livres en lien avec notre émission. Tout d'abord, Sagesse animale, comment les animaux peuvent nous rendre plus humains, de notre invitée Norin Chai aux éditions Stock. Une étude passionnante sur les 1001 qualités des animaux qui peuvent nous inspirer pour retrouver la sérénité du temps présent, le rythme de notre corps et le sens de l'altruisme. Construit sur des exemples extraordinaires pris chez tout type d'animaux, ce livre est une révélation qui peut bouleverser notre façon d'être au monde. Les animaux, ces messagers au grand cœur de Shaina Lebeau, édition Le Souffle d'Or. On trouvera ici une approche intuitive de la communication avec les animaux. L'auteur propose de rapprocher les humains et leurs animaux grâce à une méthode de dialogue qui n'utilise pas les mots. Et puis Le Bouddha à 4 pattes de Dirk Grosser, édition Le Relier, un témoignage inédit et drôle sur la façon dont le chien de l'auteur l'a accompagné et inspiré au quotidien dans sa quête de sens sur la voie de la sagesse. C'est la fin de notre émission. Merci de l'avoir suivie. Vous pouvez la revoir durant 1 mois sur France.tv. Très heureux dimanche à tous et bonne semaine. Merci.